Chapitre 1. Les fondements de la tromperie. Clayton Cassidy avait bâti sa vie sur 3 piliers, la précision, la loyauté et le contrôle. À 32 ans, il possédait le cabinet de conseil en sécurité le plus prospère de Denver, spécialisé dans la protection des entreprises et les enquêtes privées. Parmi ses clients figuraient des hommes politiques, des célébrités et des dirigeants d'entreprises du Fortune 500 qui lui confiaient leurs secrets les plus sombres. La réputation de Clayton reposait sur un principe simple, il n'oubliait jamais une trahison et recouvrait toujours ce qui lui était dû. Du haut de son mètre 90, ses yeux gris acier et ses mains calleuses, fruit de longues années d'entraînement militaire, Clayton imposait le respect partout où il mettait les pieds. Ancien membre des forces spéciales, il avait effectué 3 missions avant de se reconvertir dans la sécurité privée. Sa nature méthodique et sa capacité à cerner les gens l'avaient enrichi, mais aussi rendu solitaire jusqu'à sa rencontre avec Stephanie Holloway. Stephanie était tout ce dont Clayton pensait avoir besoin. À 28 ans, elle était agent immobilier, avec ses cheveux auburn flottants et son sourire capable de désarmer même la nature méfiante de Clayton. Ils s'étaient rencontrés lors d'un gala de charité 2 ans plus tôt, où elle l'avait abordé avec une assurance qui l'avait impressionné. Elle semblait sincère, douce et d'une simplicité rafraîchissante après des années passées à affronter menteurs et manipulateurs. On dirait que tu préférerais être n'importe où ailleurs, avait-elle dit le premier soir en désignant la salle de bal bondée. Tu n'as pas tort, avait immédiatement répondu Clayton, séduit par sa franchise. Ce qu'il ignorait, c'est que Stephanie s'était longuement renseignée sur lui avant de l'approcher. Elle avait découvert sa fortune, ses problèmes de confiance et, surtout, sa loyauté indéfectible envers ceux qui lui étaient chers. Elle avait forgé toute sa personnalité autour de ce qu'elle pensait qu'il désirait, une femme qui valorisait la famille, l'honnêteté et les valeurs traditionnelles. Aaron Gillespie était le meilleur ami de Clayton depuis l'armée. Ils avaient servi ensemble, avaient versé leur sang ensemble, et à leur retour, ils étaient restés frères en tout, sauf par le sang. Aaron était l'opposé de Clayton à bien des égards. Charmant là où Clayton était sérieux, impulsif, calculateur. Il travaillait comme coach sportif et barman à temps partiel, se contentant d'une vie plus simple que Clayton enviait parfois. Tous trois formaient un triangle amoureux improbable. Clayton faisait entièrement confiance à Aaron, l'invitant souvent à dîner, en vacances ou en famille. Aaron avait été la première personne à qui Clayton avait confié sa décision de demander Stephanie en mariage. D'ailleurs, Aaron l'avait aidé à choisir la bague. Ce que Clayton ne voyait pas, c'était la façon dont le regard de Stephanie s'attardait sur Aaron pendant leur dîner de groupe. Les subtilités, les plaisanteries, leur façon de communiquer sans mots lui manquaient. Sa confiance en eux était absolue, le rendant aveugle à ce qui se passait sous son nez. Les fiançailles avaient été tout ce que Stephanie prétendait désirer. Clayton l'avait demandé en mariage la veille de Noël, dans le chalet familial d'Aspen, en présence de toute sa famille. Harold Holloway, le père de Stephanie, avait pris Clayton à part ce soir-là, les larmes aux yeux. « Je n'ai jamais vu ma fille aussi heureuse », avait dit Harold en serrant Clayton par l'épaule. « Tu es exactement le genre d'homme que j'espère qu'elle trouverait. » Harold était un directeur d'école à la retraite, un homme aux valeurs traditionnelles qui avait élevé Stephanie comme père célibataire après la mort de sa mère, alors qu'elle avait 12 ans. Il voyait Clayton comme le fils qu'il n'avait jamais eu. Réussi, honorable et dévoué à sa fille. Les préparatifs du mariage avaient occupé les 6 mois suivants, Stephanie se consacrant à chaque détail avec un enthousiasme qui semblait sincère. Mais le véritable enthousiasme de Stephanie résidait dans ses rencontres secrètes avec Aaron. Ils avaient pris soin de se retrouver à son appartement lorsque Clayton était en déplacement professionnel, ce qui arrivait fréquemment. Le frisson de l'interdit avait intensifié leur attirance, et ils se persuadèrent qu'ils étaient amoureux. Stephanie se disait qu'elle méritait mieux que l'affection mesurée et mesurée de Clayton. Elle voulait de la passion, de la spontanéité, le genre d'émotion brute qu'Aaron lui procurait. Aaron, de son côté, avait d'abord tenté de résister, mais Stephanie persistait dans sa loyauté envers Clayton Ward, malgré son obsession grandissante pour elle. Elle jouait sur ses insécurités, suggérant que Clayton le méprisait, qu'il méritait quelqu'un qui l'apprécie pour ce qu'il était plutôt que pour ce qu'il pouvait lui offrir. La veille du mariage, alors que Clayton finalisait les dispositions de sécurité pour la cérémonie, Stephanie et Aaron se retrouvèrent au bar de l'hôtel où logeaient la plupart des invités. Ils avaient été prudents pendant des mois, mais ce soir-là, c'était différent. Demain, Stephanie appartiendrait légalement à un autre homme, et le poids de cette réalité pesait lourd entre eux. On pourrait partir ce soir, avait murmuré Aaron, sa main couvrant la sienne par-dessus la petite table. Disparaître avant demain.
Stéphanie secoua la tête. Mon père ne me le pardonnerait jamais. De plus, Clayton nous traquerait. Tu sais de quoi il est capable. C'était vrai. La réputation de Clayton dans certains milieux était redoutable. Il n'était pas qu'un consultant en sécurité. C'était un homme qui résolvait les problèmes de façon permanente. Mais Stéphanie avait un plan différent. Un plan qui lui permettrait d'obtenir tout ce qu'elle désirait tout en détruisant l'homme qui se croyait à sa place. Chapitre 2. Fissures dans les fondations. Le matin du dîner de répétition, Clayton remarqua des changements subtils qu'il avait ignorés jusque-là. Stéphanie semblait distante pendant leur petit déjeuner privé. Son bavardage habituel avait laissé place à une énergie nerveuse. Lorsqu'il évoqua la modification de leur lune de miel pour inclure une escale en Irlande, une destination qu'elle avait mentionné vouloir voir, elle répondit à peine. « Tout va bien ?» demanda-t-il en scrutant son visage avec la même intensité qu'il mettait à évaluer les menaces potentielles. « Juste le stress du mariage ?» répondit-elle sans le regarder dans les yeux. « Il y a tant de choses à coordonner. » Clayton accepta l'explication parce qu'il le voulait. Son monde était bâti sur la déception, mais l'amour l'avait rendu volontairement aveugle aux signes. Il passa la journée à gérer les dernières dispositions de sécurité, à s'assurer que le lieu était correctement protégé et que son équipe était en mesure de gérer la liste. Avait été difficile mais authentique, prouvant que certaines personnes pouvaient apprendre de leurs erreurs et devenir meilleures que leurs pires choix. Le moment le plus significatif est venu lorsqu'Harold a présenté à Clayton une reconnaissance spéciale des familles qu'ils avaient aidées. Cette plaque représente plus d'1 millier de personnes qui ont évité les dommages financiers, émotionnels ou physiques en raison du travail de la Fondation. Vous avez créé quelque chose qui protégera les innocents depuis des générations. Clayton a accepté la reconnaissance avec une véritable gratitude. Construire quelque chose de plus grand que le succès personnel a donné à sa vie une satisfaction que la richesse et la réputation ne pouvaient pas fournir. Alors que la réception s'est terminée, Clayton s'est retrouvé en conversation avec le Dr Emma Washington, un psychologue qui avait aidé à développer les programmes de soutien aux victimes de la Fondation. Clayton, je dois demander, vous demandez-vous ce qui aurait pu arriver si vous aviez géré la situation de Morrison différemment? Si vous essayez d'aider Stéphanie au lieu de l'exposer? Clayton a sérieusement examiné la question. Dr Washington, j'ai passé des mois à essayer de comprendre pourquoi quelqu'un que j'aimais pourrait planifier une telle tromperie élaborée. L'enquête sur ses antécédents a révélé des années de manipulation, de fraude et d'escalade des comportements criminels. Stéphanie Morrison n'était pas une femme en difficulté qui a fait une erreur. C'était un prédateur qui avait passé sa vie à l'adulte à détruire la vie des autres. Mais une intervention aurait sûrement pu empêcher l'attaque terroriste qu'elle planifiait. Clayton interrompit doucement. L'argent des armes, la cible répertoriée, les plans détaillés pour assassiner des centaines de personnes innocentes. Certaines personnes ne peuvent pas être sauvées parce qu'elles ne veulent pas de salut. Ils veulent de la destruction. Le docteur Washington acquiesça lentement. Tu as raison. Bien sûr, il est tout simplement difficile d'accepter que certaines personnes dépassent la rédemption. La vérité difficile est que la rédemption nécessite de véritables remords et une volonté de changer. Clayton a répondu, Aaron avait les deux. Stéphanie n'avait ni l'un ni l'autre. Mon travail n'est pas de sauver tout le monde. C'est pour protéger les innocents de ceux qui ne peuvent pas être sauvés. Plus tard dans la soirée, Clayton s'est assis dans son bureau privé en examinant les plans d'expansion de la Fondation. Ils avaient reçu des demandes d'organismes chargés de l'application des lois dans 15 États pour établir des programmes similaires. Le modèle était évolutif et efficace, prouvant que l'enquête basée sur la vérité pourrait empêcher la criminalité plus efficacement que la police réactive traditionnelle. Son entreprise de sécurité personnelle a continué à prospérer, mais Clayton s'est retrouvé de plus en plus concentré sur la mission de la Fondation. La protection des personnes contre les prédateurs romantiques et financiers était plus significative que le conseil en sécurité d'entreprise, bien que les deux aient servi des objectifs importants. Le téléphone de Clayton a sonné avec un appel d'un numéro non répertorié. Il a répondu avec prudence, incertain qui le contacterait à travers de tels canaux sécurisés. Monsieur Cassidy, c'est le secrétaire à la sécurité intérieure d'Eve Maxwell. J'espère que vous avez un moment pour discuter d'une question d'importance nationale. Clayton a redressé la reconnaissance du nom de ses contacts gouvernementaux. Bien sûr, monsieur secrétaire, le succès de la Fondation Trousse a attiré l'attention au plus haut niveau de gouvernement. Nous constatons une augmentation massive des escroqueries romantiques ciblant les familles des militaires, les employés fédéraux et les entrepreneurs de défense.
Ces opérations semblent être coordonnées par des services de renseignement étrangers cherchant à compromettre le personnel de sécurité américain. Clayton a immédiatement compris les implications. Vous souhaitez étendre la mission de la Fondation pour inclure les opérations de contre-renseignement. Exactement. Nous sommes prêts à fournir un financement et des ressources fédérales importants pour vous aider à identifier et à neutraliser ces menaces avant de compromettre la sécurité nationale. Vos antécédents suggèrent que vous êtes particulièrement qualifié pour ce type de travail. Clayton sourit, reconnaissant l'opportunité de servir son pays tout en élargissant la mission de protection de la Fondation. Je serais honoré de discuter des détails. Excellent. Nous organiserons un briefing au bâtiment fédéral la semaine prochaine. Monsieur Cassidy, votre travail à Denver a déjà empêché plusieurs infractions de sécurité qui n'étaient plus compréhensives. Cette expansion pourrait protéger des milliers de familles américaines et préserver d'innombrables secrets militaires. Après la fin de l'appel, Clayton a réfléchi à la mesure où il avait voyagé de l'homme brisé, debout à un hôtel il y a 2 ans. La trahison de Stephanie Morrison avait été dévastatrice, mais cela avait également révélé sa véritable vocation. Protéger les innocents des prédateurs qui ont exploité la confiance et l'amour à des fins personnelles. Harold a frappé à la porte et est entré avec le rapport de sécurité du soir. Le bâtiment est sécurisé. Tous les membres du personnel sont partis en toute sécurité et le calendrier de demain est confirmé. Harold, que pensez-vous de l'élargissement de nos opérations pour servir les familles des militaires à l'échelle nationale? Les yeux de Harold se sont allumés d'intérêt. Cela ressemble exactement au genre de travail que cette fondation devait faire. Quand commençons-nous? Clayton a regardé par la fenêtre de son bureau sur l'horizon de Denver, pensant à toutes les innocents qui dormiraient en toute sécurité ce soir parce que les prédateurs savaient que la fondation Truth regardait. Demain, cette protection commencerait à se développer dans tout le pays. Nous commençons par nous rappeler que la vérité gagne toujours. Clayton a déclaré qu'il avait juste besoin que les bonnes personnes qui se battent pour cela. La devise de la Fondation Truth, inscrite sur le mur derrière le bureau de Clayton, a capturé l'essence de tout ce qu'ils avaient construit. En vérité, nous faisons confiance, dans la justice, que nous servons, dans l'amour, que nous protégeons. Clayton Cassidy a eu un plus qu'une victoire personnelle sur ses trahisons. Il avait créé un héritage qui protégerait les innocents de la tromperie et de la manipulation pour les générations à venir. Le mariage qui n'a jamais été devenu le fondement de quelque chose de bien plus précieux que le mariage. Un engagement envers la vérité qui ne pourrait jamais être brisé par des mensonges. Et à la fin, ce fut la victoire la plus complète possible. Transformer la trahison personnelle en service public, transformer la douleur privée en protection pour les autres et prouver que la vérité, une fois défendue correctement, ne pourrait plus jamais être vaincue par la tromperie. L'homme qui avait une fois fait confiance à l'aveugle était devenu le tuteur qui a aidé les autres clairement à voir. Et cette transformation valait plus que toute vengeance ne pouvait jamais l'être. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Des invités de marque. Le dîner de répétition eut lieu dans la propriété familiale Holloway, une vaste propriété qu'Harold avait achetée à une époque où les finances étaient plus favorables. Clayton avait insisté pour couvrir tous les frais du mariage. Sachant que les revenus de retraite d'Harold étaient limités, il s'était pris d'affection pour cet homme plus âgé et voulait offrir à Stephanie le mariage dont elle prétendait rêver. Pendant le dîner, Clayton observa Aaron attentivement pour la première fois depuis des mois. Quelque chose clochait dans l'attitude de son ami, trop de rires forcés, éviter le contact visuel, boire plus que d'habitude. Lorsque Clayton s'approcha de lui sur la terrasse, la nervosité d'Aaron était palpable. « Grand jour demain », dit Clayton en lui offrant un scotch. « Merci d'être resté avec moi, mon frère. » La main d'Aaron trembla légèrement lorsqu'il accepta le verre. « Je ne le raterai pas, Clay. Tu le sais. » Mais Clayton savait que quelque chose clochait maintenant. Le signal d'Aaron était toujours le même depuis leur service militaire. Il se touchait l'oreille gauche en mentant. Il venait de le faire 3 fois en 30 secondes. L'esprit de Clayton passa en mode opérationnel. Des années d'entraînement le remirent en place tandis qu'il commençait à répertorier les incohérences. Le téléphone de Stephanie vibrait sans arrêt de textos. Elle ne voulait pas expliquer l'intérêt soudain d'Aaron pour travailler tard à la salle de sport, alors qu'il participait habituellement à leur soirée. Leur tension lorsqu'il entrait dans une pièce à l'improviste. Cette nuit-là, Clayton resta éveillé à côté de Stephanie, la regardant dormir. Son téléphone était posé sur la table de nuit et, pour la première fois de leur relation, il envisagea de violer sa vie privée, mais ce n'était pas nécessaire.
Son téléphone s'alluma avec un message à 2h17, Aaron a hâte de te tenir dans ses bras demain soir. Le sang de Clayton se glaça en lisant l'aperçu. Son entraînement militaire lui avait appris à rester calme sous le feu, mais cette trahison le blessa plus profondément que n'importe quelle balle ennemie. Discrètement, il prit des photos du message avec son propre téléphone, puis commença à planifier. À l'aube, Clayton avait accédé au téléphone de Stephanie pendant qu'elle prenait sa douche. L'historique des messages lui dessina une image qui lui fit serrer la mâchoire de rage. Des mois de rencontres secrètes, de déclarations d'amour et, surtout, de discussions détaillées et accablantes sur leur plan pour l'après-mariage. Stephanie, une fois mariée, j'aurai accès à tout. Le contrat de mariage de Clayton contient une clause sur l'infidélité. S'il me trompe, j'aurai la moitié de tout. Mais si je me trompe et qu'il divorce, je n'aurai rien. Aaron, alors c'est quoi le plan, Stephanie? On le force à me tromper d'abord. Je sais exactement comment le pousser à bout. Il y a une femme dans son passé, Sarah Travis, son ex-fiancée d'avant l'armée. Elle est divorcée maintenant. Elle travaille dans cette galerie du centre-ville. Quelques rencontres stratégiques, quelques photos, et on aura nos preuves. Aaron, c'est froid. Steph, même pour toi, Stephanie. C'est une question de survie, ma puce. Je mérite mieux qu'être une femme trophée maniaque du contrôle. D'ailleurs, après ce que Clayton a fait à ceux qui l'ont contrarié, n'est-ce pas une justice poétique? Les mains de Clayton se crispèrent tandis qu'il poursuivait sa lecture. Il l'observait, découvrait ses habitudes et planifiait de le détruire systématiquement. Mais ce qui a enflammé sa rage, c'est le dernier échange de la semaine précédente. Aaron, parfois je me sens coupable. Clay me fait entièrement confiance. Stephanie, la confiance est une faiblesse chez les hommes comme lui. Ils pensent que leur loyauté est réciproque, mais la loyauté se mérite. Il n'a jamais gagné la mienne. Il l'a simplement présumée. Clayton raccrocha le téléphone et fixa son reflet dans le miroir de la salle de bain. Son visage exprimait le contrôle, mais ses yeux brûlaient d'une lueur froide et calculatrice. Il voulait jouer à des jeux. Il leur montrerait de quoi un vrai stratège était capable. Le mariage était prévu à 16h à la cathédrale Sainte-Catherine, suivi d'une réception au Grand Hyatt. 300 invités, dont plusieurs des clients et contacts les plus influents de Clayton. Stephanie et Aaron pensaient l'humilier publiquement. Au lieu de cela, ils lui ont simplement fourni le décor idéal pour leur propre destruction. Clayton passa la matinée à téléphoner à certains contacts. Des hommes qui lui devaient des faveurs, des professionnels spécialisés dans la recherche d'informations que l'on préférait garder secrètes. À midi, il avait des informations sur Stephanie et Aaron qui auraient impressionné son ancienne unité de renseignement. La découverte la plus intéressante était le problème de jeu d'Aaron, des dettes cachées envers des personnes très dangereuses dont Stephanie ignorait tout. Et la carrière immobilière de Stephanie reposait sur des mensonges à ses clients et des documents falsifiés. Ils détenaient tous deux des secrets qui pouvaient les détruire. Et Clayton avait désormais toutes les cartes en main. À 15h, alors qu'il ajustait son smoking une dernière fois, le téléphone de Clayton vibra, un message de son détective privé. Colis livré dans votre suite. Tout ce que vous avez demandé est inclus. Clayton sourit pour la première fois depuis 24 heures. Ce n'était pas une expression agréable. Chapitre 3. La révélation. La cathédrale était magnifique, ornée de roses blanches et d'une lumière dorée filtrant à travers les vitraux. 300 invités remplissaient les bancs, dont plusieurs membres du conseil municipal, des juges fédéraux et des cadres d'entreprise qui respectaient la réputation de Clayton. Harold Holloway était assis au premier rang, les larmes aux yeux, attendant de conduire sa fille à l'hôtel. Clayton se tenait à l'hôtel, aux côtés d'Aaron, qui transpirait malgré la fraîcheur intérieure. Le père McKenna, qui connaissait Clayton depuis sa jeunesse, souriait chaleureusement en attendant. L'organiste commença la procession, et les invités se levèrent à l'arrivée du cortège nuptial. Stephanie était resplendissante dans sa robe Vera-Wang, un voile, héritage familial, flottant derrière elle, marchant bras dessus bras dessous avec son père. Son sourire était radieux, l'image parfaite d'une mariée rougissante. Mais Clayton perçait à présent la scène. Chaque geste était calculé, chaque expression destinée à créer l'illusion. Alors qu'Harold plaçait la main de Stephanie dans celle de Clayton, le vieil homme murmura, « Prends soin d'elle, mon fils. » « Je le ferai, » répondit Clayton, signifiant quelque chose de complètement différent de ce qu'Harold avait prévu. La cérémonie se déroula normalement jusqu'au vœu.
La voix de Stéphanie tremblait, ce que les invités prirent pour de l'émotion, mais Clayton reconnut une excitation nerveuse. Elle était à quelques minutes de ce qu'elle pensait être sa victoire. Les mains d'Aaron tremblaient en tenant les alliances, et il dut essuyer la sueur de son front à 2 reprises. Le père McKenna en vint à la question traditionnelle, si quelqu'un ici connaît une raison pour laquelle ces deux-là ne devraient pas être unis par le mariage, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. La cathédrale se tut. Clayton sentit la main de Stéphanie se tendre dans la sienne, attendant que le moment passe. Au lieu de cela, Clayton fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une petite télécommande. En fait, père, dit Clayton, sa voix résonnant clairement dans la cathédrale. Je crois que nos invités devraient savoir exactement qui ils voient prononcer leurs vœux aujourd'hui. L'immense écran installé derrière l'autel l'affichage des textes bibliques pendant les offices s'alluma. Clayton avait installé des écrans supplémentaires dans toute la cathédrale pour que chaque invité ait une vue dégagée. La première image était une photo de Stéphanie et Aaron s'embrassant dans son appartement, prise 3 semaines auparavant. La cathédrale explosa de halètements et de murmures. Le visage de Stéphanie devint blanc et Aaron recula comme frappé. « Clay, qui es-tu » commença Stéphanie, mais sa voix fut coupée par la diffusion du son de la cathédrale. C'était un enregistrement de leur conversation d'il y a 2 nuits. Limpide et bouleversant. « Une fois marié, j'aurai accès à tout. On le forcera à tromper en premier. Je mérite mieux qu'être une femme trophée maniaque du contrôle. » Harold Holloway se leva lentement, le visage marqué par l'horreur et la rage. Autour de la cathédrale, les invités sortaient leur téléphone, certains enregistraient, d'autres envoyaient des SMS frénétiquement. L'élite sociale de la ville assistait au spectacle de l'année. Clayton se tourna vers sa future épouse, sa voix résonnant dans tous les recoins de la cathédrale. « Tu crois vraiment que j'en suis arrivé là par insouciance, Stéphanie ? J'ai renversé des gouvernements et détruit des entreprises. Tu imaginais que 2 intrigants amateurs pourraient me déjouer ? » Le sang-froid de Stéphanie finit par craquer. « Espèce de salaud. Tu m'as espionné. » « Je me suis protégé, » corrigea Clayton, ce que j'ai appris à ne jamais négliger. Aaron tenta de se diriger vers la sortie, mais l'équipe de sécurité de Clayton, postée dans toute la cathédrale, bloqua toutes les portes. Ils n'étaient pas là pour la protection du mariage. Ils étaient là pour s'assurer que personne ne parte avant la fin de la cérémonie. L'écran changea pour afficher les relevés financiers montrant les dettes de jeu d'Aaron. Plus de 200 000 $ dus à des personnes impitoyables. Puis l'écran passa aux faux documents immobiliers de Stéphanie et aux preuves de ses fraudes envers des clients âgés. Ce qu'il y a de beau dans la vérité, poursuivit Clayton, c'est qu'elle se moque de vos plans. Harold Holloway s'avança lentement vers l'autel. Son visage se tordit de honte et de fureur. Lorsqu'il atteignit l'autel, il s'avança. Stéphanie, sa main bougea avant que quiconque puisse réagir. La gifle résonna dans la cathédrale comme un coup de feu. « Comment as-tu pu » murmura-t-il, la voix brisée. « Comment as-tu pu faire ça à un homme qui t'aimait ?»« À moi. » La façade de Stéphanie vola enfin en éclats. « Papa, tu ne comprends pas. »« Tu comprends parfaitement. » Harold la coupa. « J'ai élevé un monstre. » Le père McKenna, stupéfait par la révélation, retrouva sa voix. « Je crois que nous devrions conclure ce rassemblement. »« Pas encore, » dit Clayton. Il fit un signe de tête à son équipe et 2 hommes s'avancèrent avec des documents juridiques. « Stéphanie, Aaron, voici des injonctions restrictives. Vous ne devez pas vous approcher à moins de 150 mètres de moi, de ma propriété ou de mon entreprise. Toute infraction entraînera une arrestation immédiate. » Il se tourna vers toute la cathédrale. « Mesdames et messieurs, merci d'avoir assisté à ce qui était censé être mon mariage. Au lieu de cela, vous avez été témoins de quelque chose de bien plus précieux. La vérité sur les personnes en qui nous avons confiance. » La voix de Clayton se durcit lorsqu'il fit face à Stéphanie et Aaron une dernière fois. « Vous vouliez me détruire ? Vous vous êtes détruit vous-même. D'ici lundi matin, toutes les agences immobilières de l'État seront au courant des pratiques frauduleuses de Stéphanie. Aaron, vos créanciers joueurs ont reçu un signalement anonyme concernant votre localisation ce matin. Je vous suggère de quitter la ville au plus vite. » Les conséquences les ont frappés simultanément. La carrière de Stéphanie était terminée, sa réputation ruinée. La vie d'Aaron était désormais menacée par les personnes à qui il devait de l'argent, et leur humiliation avait été vue par les personnes les plus influentes de la ville. Tandis que la cathédrale se vidait lentement,
Harold Holloway s'approcha de Clayton. Ses yeux étaient rouges de larmes et de honte. Clayton, je suis tellement désolé. Je croyais connaître ma fille. L'expression de Clayton s'adoucit légèrement devant l'homme plus âgé. Harold, ce n'est pas ta faute. Tu l'as élevée avec de bonnes valeurs. Ce qu'elle a choisi d'en faire était sa décision. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Un moyen d'arranger les choses? Clayton réfléchit un instant. En fait, si. J'ai une proposition à te faire. Chapitre 4. Les conséquences. La salle de bal du Grand Hyatt avait été transformée pour une réception qui n'aurait jamais lieu. Des sculptures de glace fondaient lentement à côté de fontaines à champagne intactes, tandis que le personnel de restauration, désemparé, attendait des instructions qui ne viendraient jamais. Clayton arriva seul à 19h. Toujours en smoking, pour aborder la situation personnellement. La directrice de l'hôtel, Maria Santos, s'approcha de lui avec prudence. Monsieur Cassidy était profondément désolé. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais le mariage est annulé, dit simplement Clayton. J'honorerai l'intégralité du paiement comme convenu. Veuillez distribuer la nourriture aux refuges locaux et envoyer les fleurs aux hôpitaux de la région. Le personnel peut conserver les pourboires qui auraient été gagnés ce soir. Le soulagement de Maria était visible. Elle se préparait à une conversation difficile sur le paiement et les dommages. C'est très généreux, monsieur. Pouvons-nous faire autre chose? En fait, oui. J'aimerais utiliser la salle de bal ce soir pour un rassemblement différent. En 2 heures, Clayton avait transformé l'espace en un événement inédit, une célébration de la vérité. Il avait envoyé des invitations à tous les invités témoins de l'incident de la cathédrale, ainsi qu'à plusieurs journalistes et associés. Le message était simple, rejoignez-moi pour une soirée d'honnêteté. Bar. Ouvert, transparence totale. À 21h, près de 200 personnes étaient arrivées, poussées par la curiosité et la promesse d'informations privilégiées de l'un des hommes les plus influents de la ville. Clayton se tenait au centre de la salle de bal, attirant l'attention sans effort. Amis, collègues, survivants des divertissements de cet après-midi, il commença à lever un verre de scotch. Ce soir, je veux partager avec vous quelque chose de plus rare qu'un politicien honnête. La vérité complète sur ce que vous avez vu. La foule s'est penchée, consciente qu'elle allait recevoir des informations pour lesquelles la plupart des gens tueraient. Stephanie Holloway et Aaron Gillespie n'ont pas seulement trahi ma confiance. Ils ont tenté de manipuler le système judiciaire, de m'escroquer des millions de dollars et de détruire ma réputation. Leur plan a échoué, non pas parce que j'ai de la chance, mais parce que je n'ai jamais cessé de faire ce qui a fait mon succès. J'ai tout vérifié. Clayton a fait un geste vers les écrans de la salle de bal, qui affichait désormais des preuves supplémentaires qu'il n'avait pas révélées à la cathédrale, des relevés financiers montrant les tentatives de Stephanie d'accéder à ses comptes, des photos d'Aaron rencontrant des avocats spécialisés en divorce et des conversations enregistrées sur la façon de fabriquer des preuves de l'infidélité de Clayton. Mesdames et messieurs, que ceci vous serve de rappel. En affaires, en politique, dans la vie, faites confiance, mais vérifiez toujours. La foule était captivée. Plusieurs membres du conseil municipal ont échangé des regards significatifs, percevant l'avertissement implicite. Clayton ne se contentait pas de partager son histoire personnelle. Il démontrait ses capacités à quiconque envisageait de le contredire. À l'avenir. La juge fédérale Patricia Graham s'est approchée de Clayton lors d'une brève interruption. Monsieur Cassidy, je dois te demander, depuis combien de temps es-tu au courant de leur plan? Je me doutais que quelque chose clochait. Depuis des semaines, répondit Clayton. Mais je l'ai confirmé il y a moins de 24 heures. Parfois, le cœur veut ignorer ce que l'esprit sait déjà. Et tu as choisi de les dénoncer publiquement plutôt que de les gérer en privé, car le sourire de Clayton était froid. Parce que la trahison et le privé peuvent être niés. Une trahison dont 300 personnes ont été témoins devient une vérité à laquelle on ne peut échapper. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Stephanie était assise dans son appartement, les yeux rivés sur son téléphone. L'appareil vibrait constamment depuis l'incident de la cathédrale. Appels de clients en colère, SMS d'anciens amis et courriels de journalistes sollicitant des commentaires. Son permis d'agent immobilier était en cours d'examen par le Conseil d'État, et 2 clients avaient déjà déposé plainte auprès du bureau du procureur général. Aaron était dans un état pire. De retour à son appartement, il a trouvé 3 hommes costauds qui attendaient dans le couloir,
représentant des personnes à qui il devait de l'argent. L'information anonyme de Clayton avait considérablement accéléré leur chronologie. Aaron Gillespie, l'homme le plus imposant, avait demandé aimablement. « Je peux vous expliquer. » Aaron avait commencé. « Pas besoin. Nous voulons juste discuter de votre échéancier de paiement. Notre patron a vu des images intéressantes sur les réseaux sociaux cet après-midi. On dirait que vous avez eu des complications récentes dans votre vie personnelle. » Le message était clair. Son précédent délai de grâce était terminé. Les révélations de Clayton n'avaient pas seulement détruit la réputation d'Aaron. Elles l'avaient pris pour cible. De retour au Hyatt, Clayton répondait aux questions des journalistes et de ses associés avec l'habileté d'un politicien chevronné. Chaque réponse révélait juste assez d'informations pour satisfaire la curiosité tout en démontrant sa rigueur et son ingéniosité. Monsieur Cassidy a demandé au journaliste du Tribune, Dave Maxwell. Envisagez-vous d'intenter une action en justice contre mademoiselle Holloway et monsieur Gillespie? Une action en justice suggère que j'ai besoin des tribunaux pour rendre justice, a répondu Clayton. Parfois, la vérité est sa propre punition. L'implication n'a échappé à personne. Clayton venait de démontrer que ses capacités dépassaient largement le cadre d'une salle d'audience. En l'espace d'un après-midi, il a détruit la vie de 2 personnes sans enfreindre une seule loi. Terence Walker, un procureur fédéral qui avait déjà eu recours au service de Clayton, le prit à part. « Clay, j'admire ta précision, mais ne crains-tu pas d'éventuelles représailles ?» Le rire de Clayton était sincèrement amusé. « Terry, ils ont passé des mois à planifier ma destruction et n'y sont pas parvenus alors qu'ils avaient un accès total à ma vie. Que crois-tu qu'ils puissent me faire maintenant ?» Alors que la soirée touchait à sa fin, Harold Holloway arriva à l'hôtel. Il avait troqué sa tenue de mariage contre un simple jean et une chemise de travail, l'air de ses 63 ans. Clayton le rejoignit à l'entrée. « Harold, tu n'avais pas besoin de venir ce soir. »« Si, je le devais, » répondit Harold fermement. « Tu as fait une proposition tout à l'heure. J'aimerais bien l'entendre. » Clayton observa le visage de l'homme plus âgé, lisant la détermination sous l'épuisement. « Accompagne-moi. » Ils se dirigèrent vers un coin tranquille du hall, loin de la foule qui se dispersait. « Harold, ta fille a fait des choix qui nous ont blessés tous les deux, mais tu l'as élevée avec de bonnes valeurs, et ce n'est pas ta faute si elle a choisi de les abandonner. Je vous offre la chance de m'aider à faire en sorte que ce qui s'est passé aujourd'hui ait des conséquences durables. » Harold fronça les sourcils. « Je ne suis pas sûr de comprendre. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour gérer une nouvelle fondation que je suis en train de créer. La fondation Clayton Cassidy pour la vérité dans les relations. Elle fournira des services d'enquête gratuits aux personnes qui soupçonnent leurs partenaires d'infidélité ou de fraude. Vous géreriez les opérations quotidiennes. » Harold resta silencieux un long moment. « Vous voulez que j'aide d'autres personnes à éviter ce qui vous est arrivé. »« Et que vous est-il arrivé ?» rectifia Clayton. « Vous aviez confiance en votre fille, vous l'aimiez inconditionnellement, et elle était prête à vous laisser la regarder détruire un homme bien. Cette trahison est à double tranchant. » Harold serra les dents en considérant l'offre. « Que ferait concrètement cette fondation ? Nous fournirions des vérifications d'antécédents, des services de surveillance, des enquêtes financières, tous les outils qui auraient pu éviter le désastre d'aujourd'hui. Nous collaborerions avec les forces de l'ordre pour identifier les fraudes, soutenir les victimes d'escroquerie. Amoureuse et sensibiliser le public aux signes avant-coureurs de la tromperie. Et Stéphanie ne saurait pas que je t'aide. Elle saurait que tu as préféré la vérité au sang. » Clayton confirma que tu refusais de tolérer son comportement simplement parce qu'elle était ta fille. Harold lui tendit la main. « Quand est-ce que je commence ?» Chapitre 5. Construire le piège. 2 semaines après le désastre du mariage, la vie de Clayton avait pris un nouveau rythme. Les démarches administratives pour la fondation progressaient sans problème, Harold se révélant un administrateur exceptionnel. Sa précision militaire et sa formation le rendaient parfait pour organiser la logistique complexe de ce qui allait devenir l'opération de recherche de la vérité la plus complète de la ville. L'activité de sécurité de Clayton avait explosé avec de nouveaux clients après l'incident de la cathédrale. La rumeur s'était répandue dans les cercles d'élite de Denver qu'il avait déjoué 2 personnes ayant un accès total à sa vie privée, démontrant un niveau de sécurité opérationnelle impressionnant même les cadres les plus paranoïaques. Mais Clayton ne se contentait pas de victoires défensives. Stéphanie et Aaron lui avaient déclaré la guerre, et la guerre exigeait une victoire totale, pas seulement une défense efficace.
Il avait passé les 2 dernières semaines à recueillir des renseignements et à préparer la prochaine phase de sa campagne. Les rapports de surveillance offraient une lecture intéressante. Stéphanie avait été contrainte de retourner vivre chez son père après la résiliation de son bail suite à des inquiétudes concernant sa réputation de la part d'un propriétaire. Aaron avait complètement disparu, fuyant apparemment ses créanciers. Mais Clayton savait qu'il ne se laisserait pas abattre. Ce genre de personne ne le faisait jamais. Son instinct se révéla juste lorsqu'Harold apporta des nouvelles inquiétantes à leur réunion du jeudi matin. « Elle pose des questions, dit Harold, le visage ridé. Sur votre entreprise, vos clients, votre situation financière. Elle pense pouvoir trouver un argument contre vous. » Clayton ne fut pas surpris. « Quel genre de questions ? Que vous ayez déjà contourné la loi pour des clients, que vous ayez des ennemis qui pourraient vous en vouloir, elle cherche des munitions pour trouver quelqu'un qui pourrait l'aider à riposter. Et vous le lui avez dit. » L'expression d'Harold se durcit. « Je lui ai dit que si elle s'approchait de vous ou de cette fondation, je remettrais tous les documents et enregistrements de son enfance au service de protection de l'enfance. Elle a un comportement manipulateur qui remonte à des années. Un professeur au sujet duquel elle a menti, une amie qu'elle a trahi, des garçons qu'elle a blessés. J'ai tout enregistré, espérant qu'elle s'en remettrait. » Clayton observa l'homme plus âgé avec un respect nouveau. « Vous documentez son comportement depuis des années. Un parent remarque des choses, dit doucement Harold. J'espérais qu'elle changerait, qu'elle retrouverait sa conscience. Je l'ai aidée en nettoyant ses erreurs, en trouvant des excuses à son comportement. C'est fini maintenant. » Clayton ouvrit son ordinateur portable et sortit les images de surveillance de la veille. « Alors, sachez qu'elle a rencontré Russell Baker hier soir au bar Morrison. » Harold blêmit. Russell Baker était un ancien inspecteur de police tombé en disgrâce, licencié pour corruption, et travaillait désormais comme détective privé pour quiconque acceptait de payer ses honoraires. Il était spécialisé dans la recherche d'informations compromettantes sur les personnes qui trahissaient ses clients, utilisant des méthodes souvent à la limite de la légalité. « Que pense-t-elle que Russell puisse trouver sur vous » demanda Harold. « Rien, » répondit Clayton avec assurance. « Parce que je me prépare à cette éventualité depuis mes 18 ans. Chaque transaction commerciale, chaque relation client, chaque risque juridique potentiel a été soigneusement géré et documenté. Mais Russell ne le sait pas encore. » Clayton sortit un autre dossier, le dossier complet de Russell, comprenant ses antécédents financiers, ses contacts criminels et ses vulnérabilités personnelles. Monsieur Baker a un problème d'alcool, une addiction au jeu et un besoin urgent d'argent pour payer les frais médicaux de son ex-femme. C'est exactement le genre de personne qui commet des erreurs sous pression. Harold se renversa dans son fauteuil. « Vous allez le piéger ? » ?»« Je vais le laisser se piéger lui-même, » corrigea Clayton. « Stéphanie l'a engagé pour trouver des informations compromettantes sur moi, mais elle ignore que Russell a déjà contacté 3 de mes concurrents pour leur vendre des informations sur mes clients. Espionnage industriel, violation du secret professionnel, complot en vue de saboter une entreprise. » Les accusations s'écrivent d'elles-mêmes. Le téléphone de Clayton vibra, un SMS d'une équipe de surveillance lui parvint. Le suspect entre dans l'immeuble Target. « Pile à l'heure » murmura Clayton, puis il regarda Harold. « Voudriez-vous voir votre fille détruire sa dernière chance de mener une vie normale ?» Le hochement de tête d'Harold était sombre mais résolu. La salle de conférence de Clayton avait été transformée en poste de surveillance avec plusieurs écrans montrant différents angles de l'immeuble où Russell Baker dirigeait son agence de détectives individuels. L'équipe de Clayton surveillait le bâtiment depuis des jours, documentant tous ses déplacements. À 14h17, Stéphanie entra dans l'immeuble, lunettes de soleil foncé et casquette de baseball, un déguisement qui pouvait tromper les observateurs occasionnels, mais qui était inefficace face à une surveillance professionnelle. Elle portait une enveloppe en papier craft qui, selon les sources de Clayton, contenait toutes les informations personnelles qu'elle avait recueillies sur lui pendant leur relation. « Elle lui donne tout » dit Harold en regardant sa fille à l'écran. Numéro de compte bancaire, nom de client, habitudes personnelles, tout ce qu'elle a appris pendant que vous lui faisiez confiance. Clayton garda son calme. Elle commettait également plusieurs crimes au passage, complot en vue de commettre une usurpation d'identité, tentative d'espionnage industriel et violation de la vie privée. Russell ne s'en rendait pas encore compte, mais il était sur le point de devenir complice de crimes fédéraux. La réunion dura 47 minutes. Lorsque Stéphanie partit, elle semblait confiante pour la première fois depuis le désastre du mariage.
Elle pensait avoir enfin trouvé le moyen de se venger de l'homme qui l'avait humiliée. Ce qu'elle ignorait, c'est que le bureau de Russell était sous surveillance du FBI dans le cadre d'une enquête en cours sur ses activités passées. Chaque mot de leur conversation avait été enregistré, et chaque document qu'elle avait fourni constituait désormais une preuve dans une affaire fédérale. Le téléphone de Clayton sonna exactement 23 minutes après le départ de Stephanie. Clayton, ici l'agent Sarah Travis de la division des crimes en col blanc du FBI. Nous devons vous parler de Russell Baker et des menaces potentielles pour votre entreprise. Clayton sourit en reconnaissant la voix. Sarah Travis, son ex-fiancée d'avant son service militaire, désormais agent fédéral enquêtant sur la même affaire. Les recherches de Stephanie étaient exactes, mais incomplètes. Sarah était certes divorcée et travaillait dans les forces de l'ordre, mais elle menait aussi l'enquête qui finirait par détruire quiconque serait assez fou pour cibler l'entreprise de Clayton. Agent Travis, répondit Clayton d'un ton posé. Je serais ravi de coopérer à votre enquête. Dois-je venir avec mon avocat? Ce ne sera pas nécessaire, répondit Sarah. Ceci est une visite de courtoisie. Nous sommes sur le point d'arrêter Russell Baker pour plusieurs crimes fédéraux, et nous tenions à vous informer que votre ex-fiancée, Stephanie Holloway, pourrait s'être rendue complice sans le savoir. Nous aurons besoin que vous examiniez certaines preuves et confirmiez à quelles informations elle aurait eu accès. Clayton regarda Harold, qui écoutait la conversation avec une stupéfaction croissante. Je serai là dans l'heure, dit Clayton. Après avoir raccroché, Harold secoua lentement la tête. Vous saviez que cela arriverait. J'ai manigancé cela, corrigea Clayton. Stephanie pense jouer aux échecs, mais en réalité, elle joue aux dames contre un grand maître. Chaque coup qu'elle fait la met davantage en danger juridiquement. Harold resta silencieux un instant. Que va-t-il lui arriver maintenant? Cela dépend de sa coopération avec l'enquête du FBI, répondit Clayton. Si elle est intelligente, elle acceptera une transaction pénale et témoignera contre Russell. Si elle est têtue, elle ira en prison pour complot et accusation d'espionnage. Quoi qu'il en soit, sa vie, telle qu'elle la connaissait, est terminée. Le sourire de Clayton était froid mais satisfait. Sa vie, telle qu'elle la connaissait, s'est terminée au moment où elle a décidé de trahir ma confiance. Depuis, tout n'a été que conséquence rattrapant ses choix. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le bureau du FBI, le téléphone de Clayton vibra, un autre message lui parvenant d'un numéro inconnu. Clayton, c'est Aaron. Il faut qu'on parle. J'ai des informations sur Stephanie que tu dois connaître. Elle prépare quelque chose de pire que ce que tu as vu jusqu'à présent. Harold lut le message par-dessus l'épaule de Clayton. Dit-il la vérité? Clayton étudia le message un long moment, puis répondit d'un seul mot. Où? La réponse fut immédiate. Riverside Park, East Bench, 20h ce soir. Viens seul. C'est plus grave que tu ne le penses. Clayton montra le message à Harold, qui fronça les sourcils. Ce pourrait être un piège, prévint Harold. Probablement, acquiesça Clayton. Mais Aaron est trop désespéré pour l'être. Il est intelligent en ce moment. Ses créanciers se rapprochent. Le FBI enquête sur ses liens avec Russell, et il sait que j'ai suffisamment de preuves pour le détruire complètement. S'il me tend la main, c'est qu'il est terrifié par quelque chose de pire que moi. Qu'est-ce qui pourrait être pire que toi? Le rire de Clayton était sincèrement amusé. Harold, tu es sur le point d'apprendre quelque chose d'important sur la nature humaine. Il y a toujours quelqu'un de plus dangereux qui se cache dans l'ombre. La question est de savoir si Aaron est tombé dans leur filet ou si Stephanie a joué un jeu bien plus profond que nous ne le pensions. Chapitre 6, le jeu plus profond. À 20h, Riverside Park était presque désert. Le froid automnal retenait la plupart des joggeurs du soir et des promeneurs de chiens à l'intérieur. Clayton est arrivé 15 minutes en avance, profitant de ce temps pour repérer les lieux et positionner son équipe de sécurité à des points stratégiques. Aaron était peut-être assez désespéré pour tendre une embuscade, mais Clayton avait survécu à trop de guerres réelles pour être pris au dépourvu dans un parc urbain. Aaron est arrivé pile à l'heure, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Son apparence habituellement parfaite était débraillée, ses vêtements de sport coûteux remplacés par un sweat à capuche usé et Jean. Il s'avança prudemment vers le banc, regardant constamment par-dessus son épaule. « Tu es venu, dit Aaron en s'asseyant, gardant ses distances. Tu as dit que tu avais des informations, répondit Clayton d'une voix neutre. Parle,
Aaron sortit un téléphone prépayé et montra à Clayton une série de SMS. Ceux-ci viennent de Stéphanie. Elle les a envoyés ce matin. Clayton lut les messages, son expression s'assombrissant à chaque ligne. Aaron, je sais que tu penses que c'est fini, mais ça ne fait que commencer. Clayton se prend pour un, mais il ignore totalement à qui il a vraiment affaire. Retrouve-moi ce soir au quartier des entrepôts. J'ai une proposition qui nous rendra riches tous les deux et qui enterrera Clayton définitivement. Elle veut tant se venger, demanda Clayton. Ce n'est pas juste une vengeance, dit Aaron, la voix légèrement tremblante. Clayton? Stéphanie n'est pas celle que tu crois. Son vrai nom est Stephanie Morrison. Holloway est le nom de son beau-père. L'esprit de Clayton passa immédiatement en mode opérationnel. Explique-moi. Son père biologique est Jérôme Morrison. Ce nom te dit-il quelque chose? Si. Jérôme Morrison était un sous-traitant de la défense qui avait tenté de vendre des technologies militaires classifiées à des acheteurs étrangers 8 ans auparavant. L'agence de sécurité de Clayton avait été engagée pour enquêter sur des activités suspectes au sein de l'entreprise de Morrison, et les preuves de Clayton avaient conduit à l'arrestation et à l'arrestation de Morrison. Condamnation. Morrison était mort en prison fédérale 3 ans auparavant, mais pas avant d'avoir juré vengeance contre tous ceux qui avaient ruiné sa vie. C'est la fille de Morrison, dit Clayton. Les pièces du puzzle se mirent en place. Plus que ça, continua Aaron. Elle planifiait ça depuis des années. Le gala de charité où vous vous êtes rencontrés. Elle a fait des recherches sur tous ceux qui seraient là et vous a ciblé spécifiquement. Notre relation, les fiançailles, tout était conçu pour se rapprocher suffisamment pour vous détruire. Clayton sentit une rage froide monter, mais sa voix resta contenue. Depuis combien de temps le savez-vous? J'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas il y a quelques mois, mais elle ne m'a dit la vérité que la semaine dernière. Elle a dit qu'une fois humiliée et ruinée, nous pourrions disparaître ensemble avec l'argent qu'elle avait réussi à voler. Mais la voix de Clayton Aaron se brisa légèrement. Elle n'avait jamais prévu de m'emmener avec elle. Je n'étais qu'un instrument parmi d'autres. Prouve-le. Aaron sortit un petit enregistreur. J'enregistre nos conversations depuis que j'ai compris ce qui se passait vraiment. Elle a tout avoué. Sa véritable identité, la mort de son père, son projet de vous ruiner et de vous accuser d'activités criminelles. Clayton prit l'appareil et le mit dans sa poche. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce qu'elle n'a pas fini, dit Aaron d'un ton désespéré. L'enquête du FBI, l'humiliation publique, rien de tout cela n'était le vrai plan. Elle voulait que tu croies avoir gagné, pour que tu baisses ta garde. Ce soir, elle rencontre des gens qui peuvent te faire disparaître définitivement. Le sang de Clayton se glaça. Quels gens? Des mercenaires. Des tueurs professionnels. Elle a utilisé d'anciens contacts de son père pour les embaucher. Le plan est de faire passer ça pour une rivalité commerciale qui a mal tourné. Quelqu'un que tu as exposé ou détruit a décidé de se venger. Clayton était déjà en train de prendre son téléphone pour contacter une équipe de sécurité quand Aaron l'attrapa par le bras. Il y a autre chose, dit Aaron avec urgence. Harold est lui aussi en danger. Elle lui reproche de t'avoir choisi plutôt qu'elle. La fondation, ton amitié avec lui. Elle y voit la trahison ultime. Le téléphone de Clayton vibrait, un appel entrant. L'afficheur indiquait le numéro d'Harold. Harold. Clayton répondit. Clayton, Dieu merci. La voix d'Harold était tendue et effrayée. Quelqu'un s'est introduit chez moi. Ils n'ont rien pris, mais ont laissé un message sur mon ordinateur. Votre fille veut vous voir. Quartier des Entrepôts, bâtiment 47. Venez seul ou votre ami meurt. Clayton se dirigeait déjà vers sa voiture. Harold, n'allez pas dans cet entrepôt. Appelez immédiatement le 911 et rendez-vous au poste de police. Je ne peux pas laisser quoi que ce soit vous arriver à cause des choix de ma fille, protesta Harold. Et je ne peux pas laisser quoi que ce soit vous arriver à cause des miens, répondit Clayton. Mettez-vous en sécurité. C'est un ordre. Clayton raccrocha et se tourna vers Aaron. Tu viens avec moi. Quoi? Non, je ne m'approcherai pas d'Aaron. La voix de Clayton transperça l'obscurité comme une lame. Tu as contribué à créer cette situation. Maintenant, tu vas m'aider à y mettre fin.
Le quartier des entrepôts était un labyrinthe de bâtiments industriels abandonnés en périphérie de Denver. Le bâtiment 47 était une ancienne usine textile inoccupée depuis plus de 10 ans. L'équipe de surveillance de Clayton avait déjà identifié au moins 6 hommes armés postés autour du bâtiment, ainsi que 2 véhicules étrangers au quartier. Clayton se gara à 3 pâtés de maison et enfila un gilet tactique sous le regard nerveux d'Aaron. « Que faites-vous » demanda Aaron. « Que aurais-je dû faire dès que j'ai appris la trahison de Stephanie » répondit Clayton en vérifiant son arme de poing. « Je mets un terme à tout ça. Tu ne peux pas les tuer comme ça. Tu n'es pas un meurtrier. » Le rire de Clayton était glacial. « Aaron, j'ai passé 8 ans dans les forces spéciales à éliminer les menaces à la sécurité nationale. Ces gens me menacent, moi, Harold, et potentiellement tous les clients qui m'ont confié des informations sensibles. Ce n'est pas un meurtre, c'est de la lutte antiparasitaire. » L'oreillette de Clayton crépitait, les mises à jour de son équipe de surveillance. 6 cibles confirmées. Ils s'attendent à ce que quelqu'un franchisse la porte d'entrée. Embuscade classique. Des signes de Stephanie? Négatif. Soit elle est à l'intérieur, soit c'est un piège pour vous attirer. Clayton étudia le plan du bâtiment sur sa tablette. L'ancienne usine textile avait plusieurs entrées, plusieurs niveaux et de nombreuses couvertures pour une approche tactique, mais aussi trop de cachettes pour les otages. Changement de plan, annonça Clayton. Aaron, tu vas appeler Stephanie et lui dire que tu veux la rencontrer. Dis-lui que tu es prêt à l'aider à terminer ça, mais que tu veux la voir avant de me faire quoi que ce soit. Elle ne le croira jamais. Elle le croira parce qu'elle est désespérée et parce que tu seras très convaincant, répondit Clayton en tendant à Aaron un script qu'il avait tapé sur son téléphone. Lis le mot à mot. Aaron regarda le script et dit, ça lui fera croire que je t'ai capturé. C'est l'idée. Une fois qu'elle aura révélé sa position, mon équipe interviendra. Et si elle ne me croit pas, le sourire de Clayton était prédateur. Alors il faudra être plus créatif. Chapitre 7. La chasse commence. Les mains d'Aaron tremblaient tandis qu'il composait le numéro de Stephanie, lisant le script de Clayton, tandis que l'homme le plus dangereux qu'il ait jamais connu écoutait chaque mot. Le téléphone sonna 2 fois avant que la voix de Stephanie ne réponde, tendue et soupçonneuse. « Aaron, comment as-tu eu ce numéro ?»« Steph, c'est moi. »« Je l'ai. » La voix d'Aaron tremblait, mais Clayton hocha la tête d'un air approbateur. La peur rendrait la performance plus convaincante. « Qui as-tu eu ?»« Aaron, où es-tu ?»« Clayton. »« Je l'ai. Il est venu me retrouver au parc comme je le savais et j'ai. » Aaron s'est arrêté pour regarder le script de Clayton. Je l'ai frappé avec un démonte-pneu. Il est inconscient dans mon coffre. On entendait l'inspiration de Stephanie. Tu mens. J'en ai marre de courir, Steph. Marre d'avoir peur. Tu veux te venger? Finissons en ce soir, mais je veux te voir d'abord. Je veux être sûr que c'est vrai entre nous avant de franchir une ligne dont je ne peux plus revenir. Il y eut un long silence. Clayton entendit des voix en arrière-plan. Des voix masculines qui parlaient à voix basse et pressante. « Où es-tu » demanda finalement Stephanie. « Dans le vieux quartier des entrepôts. Je suis sur le parking du bâtiment 52. C'est vide. Calme. L'endroit idéal pour finir ça. » Un autre silence. L'équipe de surveillance de Clayton se dirigeait déjà vers le bâtiment 52, se préparant à repérer d'où venait Stephanie. « J'arrive dans 20 minutes, dit Stephanie. Aaron, je suis fier de toi. C'est ce que j'avais besoin de voir. Que tu es assez fort pour me soutenir. Je t'aime, Steph. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Je sais, ma puce. À bientôt. » La ligne fut coupée. Aaron s'affaissa en avant. L'épuisement et le stress finirent par le submerger. Elle a cru, disait-il chaque semaine. Phase interminée, répondit Clayton, déjà en communication avec son équipe via son oreillette. On découvre maintenant où elle se cache et avec qui elle travaille. Timothy Glover, spécialiste de la surveillance de Clayton, rapporta via le système de communication. 3 véhicules venaient de quitter le quartier des entrepôts en direction du bâtiment 52. 2 SUV dans une berline. 6 occupants au total, tous armés. Des signes de Stephanie? La berline ne transportait qu'une passagère correspondant à la description de la cible.
Clayton sourit froidement. Stéphanie avait mordu à l'hameçon et il allait enfin découvrir toute l'étendue de son opération. Mais d'abord, il devait assurer la sécurité d'Harold. Le statut de Timothy concernant Harold Holloway était sécurisé au commissariat. L'inspecteur Jeremiah Phelps s'occupait personnellement de sa protection. Les relations de Clayton avec la police de Denver étaient complexes, mais fonctionnelles. Plusieurs inspecteurs lui devaient des faveurs pour des informations qui avaient permis de clore des affaires importantes, et l'inspecteur Phelps était l'un de ses contacts les plus fiables au sein des forces de l'ordre. Bien. Aaron, tu vas te rendre au bâtiment 52 et attendre Stéphanie exactement comme prévu. Mon équipe sera en position pour tout enregistrer et intervenir si nécessaire. Le visage d'Aaron devint blanc. Tu veux que je la rencontre avec des mercenaires armés? Aaron, tu as contribué à créer ce désordre en trahissant ma confiance et en permettant à Stéphanie de se faire avoir. Maintenant, tu vas aider à tout nettoyer. De plus, la voix de Clayton devint menaçante. Si tu essaies de fuir ou de la prévenir, mes hommes t'arrêteront définitivement. Ta seule chance de survie passe par une coopération totale. La menace était claire et absolue. Aaron hocha la tête à contre-cœur, comprenant qu'il était coincé entre le plan dangereux de Stéphanie et l'efficacité impitoyable de Clayton. Le bâtiment 52 était un autre entrepôt abandonné. Mais contrairement au bâtiment 47, il disposait de plusieurs sorties et d'une vue dégagée qui permettrait à l'équipe de Clayton de contrôler la situation. Aaron se gara au centre du terrain vague, les mains agrippées au volant en attendant. Clayton observait depuis une position dissimulée à 200 mètres, communiquant avec son équipe par radio cryptée. Toutes les unités restaient en position jusqu'à l'identification formelle de toutes les cibles. Je veux savoir exactement qui Stéphanie a amené à cette fête. Le premier SUV est arrivé à 21h43, faisant 2 fois le tour du bâtiment avant de se garer au fond du parking. 2 hommes en sont sortis, professionnels par leur mouvement et leur positionnement. Ils se comportaient comme des entrepreneurs militaires, rompus à la violence et à l'aise avec les armes. Le deuxième SUV s'est positionné pour bloquer la sortie principale. 2 autres hommes se sont déployés, occupant des positions de surveillance capables de couvrir l'ensemble du parking. Leur coordination témoignait d'un entraînement et d'une expérience considérable. Finalement, Stéphanie Sedan s'est arrêtée à côté de la voiture d'Aaron. À travers sa lunette, Clayton a pu voir son visage clairement pour la première fois depuis l'incident de la cathédrale. Fini l'image d'une femme douce et innocente dont il était tombé amoureux. Son expression était froide, calculatrice et empreinte d'une intention meurtrière. Elle s'est approchée de la voiture d'Aaron avec précaution, scrutant les alentours avant de tapoter à sa vitre. Aaron l'abaissa et, même à 200 mètres de distance, Clayton put entendre leur conversation grâce à l'équipement de surveillance. « Où est-il » demanda Stéphanie. Dans le coffre, Aaron répondit d'une voix ferme malgré sa peur. « Mais Steph, il faut d'abord qu'on parle de nous. De ce qui se passera après ce soir ? Montre-moi d'abord. » Aaron sortit de la voiture et se dirigea vers le coffre. Stéphanie le suivit. Il l'ouvrit, révélant l'espace vide. L'expression de Stéphanie se transforma aussitôt en rage et en suspicion. « Tu m'as menti » gronda-t-elle. « Il le fallait » dit Aaron désespérément. « Steph, il sait tout. Il sait pour ton vrai père. Pour le plan, pour les mercenaires. Il faut qu'on s'enfuit ce soir avant. » Avant quoi? La voix de Clayton trancha l'obscurité tandis qu'il émergeait de l'ombre, son arme pointée sur Stéphanie. Avant de tuer un innocent pour assouvir le fantasme de vengeance posthume de son père. Stéphanie se tourna vers lui, la main pointant quelque chose dans sa veste, mais des viseurs laser provenant de plusieurs directions dessinèrent soudain des points rouges sur son corps. « Je ne le ferai pas » conseilla calmement Clayton. « Mon équipe vous surveille depuis 1 heure. Nous savons exactement où se trouvent vos tueurs à gages et ils sont actuellement détenus par des agents fédéraux. » C'était vrai. Pendant que Stéphanie était concentrée sur l'appel d'Aaron, Clayton avait contacté l'agent Sarah Travis pour lui communiquer l'emplacement d'un entrepôt et des preuves d'un complot en vue de commettre un meurtre. L'équipe tactique du FBI avait encerclé le bâtiment 47 et arrêté les mercenaires avant même de réaliser que leur cible n'avait jamais eu l'intention de se présenter. « Espèce de fils de pute » siffla Stéphanie. « Tu crois avoir gagné ? Tu as détruit mon père, détruit ma famille, et tu penses qu'il n'y aura pas de conséquences. Ton père s'est détruit lui-même en choisissant de vendre des secrets militaires à des gouvernements étrangers. » Clayton répondit, « Je me suis juste assuré qu'il ne puisse plus mettre en danger les soldats américains. »
Et tu t'es détruit toi-même en choisissant la vengeance plutôt que la justice. Le rire de Stéphanie était amer et dérangé. Justice? Tu appelles justice ce qui est arrivé à ma famille. Mon père était un patriote qui a vu à quel point le complexe militaro-industriel était corrompu. Il essayait d'égaliser les chances. Il essayait de tirer profit de la trahison, corrigea Clayton. Et maintenant, sa fille lui emboîte le pas. Les sirènes de police approchaient au loin. L'agent Travis et son équipe se rapprochaient pour arrêter Stéphanie pour complot en vue de commettre un meurtre, ainsi que pour les divers crimes fédéraux liés à son projet de vengeance. Mais Stéphanie n'en avait pas fini. Clayton, tu penses que c'est la fin de mon arrestation? Tu n'imagines pas la gravité de la situation. Mon père avait des associés, des gens qui croyaient en sa cause. Ce n'est pas le cas. Terminé. Oui, c'est fini, dit Clayton fermement. Ton père est mort. Son réseau a été démantelé il y a des années, et tu vas passer les 20 prochaines années en prison fédérale. Ta vengeance s'éteint avec ta liberté. Alors que les véhicules du FBI encerclaient le parking, Stéphanie tenta une dernière manœuvre désespérée. Elle sortit de sa veste un petit appareil, un interrupteur d'homme mort relié à des explosifs. Si je ne peux pas me venger, hurla-t-elle, alors tout le monde mourra ce soir. La réaction de Clayton fut immédiate et décisive. Le coup de feu silencieux fit tomber Stéphanie instantanément, l'appareil lui échappant des mains pour s'écraser sans faire de bruit sur l'asphalte. Sa formation militaire lui avait appris à neutraliser les menaces sans hésitation, et Stéphanie Morrison venait de passer du statut de simple agacement à celui de danger. Mortel. L'agent Travis fut le premier à les atteindre. Arme dégainée, mais baissée lorsqu'elle vit la situation maîtrisée. Clayton, ça va? Je vais bien, Sarah. Aaron a besoin de soins médicaux pour un choc, et tu devras vérifier si cet appareil contient des explosifs. Tandis que le FBI sécurisait les lieux, Clayton ressentit un étrange sentiment d'accomplissement. La menace qui le traquait depuis des mois était enfin éliminée, mais il savait aussi que les derniers mots de Stéphanie n'étaient pas de vaines menaces. Le réseau de Jérôme Morrison était vaste et d'autres survivants pourraient éventuellement refaire surface pour se venger. Pour l'instant, cependant, le danger immédiat était écarté. Justice avait été rendue et Clayton Cassidy avait une fois de plus prouvé que trahir sa confiance avait des conséquences permanentes. Chapitre 8. Victoire totale. 3 mois après la confrontation de l'entrepôt, Clayton était assis dans son bureau, examinant les derniers rapports du FBI sur le réseau Morrison. L'agent Sarah Travis avait mené une enquête approfondie, découvrant un réseau de connexions remontant à des années et impliquant de multiples entreprises criminelles. Le dernier associé de Morrison a été arrêté à Miami hier, a rapporté Sarah lors de leur point de presse hebdomadaire. Il s'agissait de Marcus Webb, ancien agent de la CIA devenu trafiquant d'armes. Il prévoyait de poursuivre le travail de Stéphanie, mais notre surveillance l'a repéré en train de rencontrer des terroristes notoires. Clayton hocha la tête, satisfait. Reste-t-il des menaces? Aucune que nous puissions identifier. Le réseau Morrison est complètement démantelé. Vos actions dans l'entrepôt ont sauvé des dizaines de vies et potentiellement empêché un attentat terroriste majeur. Harold frappa à la porte du bureau et entra avec son rapport hebdomadaire de la fondation. À 73 ans, il paraissait en meilleure santé et plus concentré qu'il ne l'avait été depuis des années. Diriger la fondation pour la vérité lui avait donné un sens de la vie qui manquait à sa retraite. La fondation a traité 47 dossiers cette semaine, annonça Harold. Nous avons démasqué 12 conjoints infidèles, empêché 3 mariages frauduleux et aidé 6 familles à éviter des escroqueries financières. Le taux de réussite est sans précédent. Clayton sourit avec une satisfaction sincère. La fondation avait connu un succès supérieur à ce qu'il avait initialement imaginé, servant à la fois de service public et de puissants moyens de dissuasion pour quiconque envisageait une escroquerie amoureuse dans la région de Denver. Des cas intéressants, demanda Clayton. En fait, oui. Une riche veuve nous a contactés au sujet de son nouveau petit ami, un jeune homme charmant qui semblait trop beau pour être vrai. Notre enquête a révélé qu'il menait la même escroquerie sur 5 femmes différentes simultanément. Résultat, les 5 femmes portent plainte. Il encourt 15 ans de prison pour fraude et usurpation d'identité. La réputation de Clayton n'avait fait que se renforcer après l'affaire Morrison. Ses clients professionnels le considéraient désormais comme capable de gérer des menaces inimaginables, et son activité de conseil en sécurité s'était développée à l'international. Mais le plus gratifiant fut peut-être la transformation d'Aaron Gillespie.
Suite à sa coopération avec le FBI et à son rôle dans la révélation du complot d'assassinat de Stephanie, Aaron avait intégré un programme fédéral de protection des témoins. Plus important encore, il avait suivi une thérapie intensive pour son addiction au jeu et en était ressorti comme un homme véritablement réformé. Le téléphone de Clayton vibra, accompagné d'un message d'Aaron. Il vivait désormais sous une nouvelle identité dans l'Oregon, depuis 6 mois sans jeu. Créer une association à but non lucratif pour aider les autres personnes dépendantes. Merci de m'avoir donné l'occasion de me racheter. Clayton transmit le message à Harold, qui afficha un sourire approbateur. La rédemption est possible même pour ceux qui font de mauvais choix. Pour certains, Clayton corrigea. Aaron a commis des erreurs motivées par la faiblesse et l'addiction. Stephanie a fait des choix motivés par la haine et la vengeance. Il y a une différence. La différence était devenue encore plus évidente lors de l'évaluation psychologique de Stephanie par le FBI avant sa mort. Le rapport révélait une personne profondément perturbée qui avait passé des années à planifier des scénarios de vengeance élaborés, non seulement contre Clayton, mais aussi contre toute personne qu'elle percevait comme ayant causé du tort à sa famille. Elle possédait des dossiers détaillés sur plus de 30 personnes. Sarah avait expliqué, juge, procureur, agent du FBI, responsable militaire, toute personne liée à l'affaire de son père. Clayton, tu n'étais pas sa seule cible. Tu étais juste la première. Le fait de réaliser qu'il avait empêché un massacre potentiel avait changé le point de vue de Clayton sur toute l'affaire. Ce qu'il avait d'abord perçu comme une trahison personnelle était en réalité une menace bien plus grave pour la sécurité publique. L'inspecteur Jeremiah Phelps s'est rendu au bureau de Clayton cet après-midi-là pour faire le point sur les affaires connexes. L'argent liquide trouvé dans le garde-meuble de Stephanie aurait armé une petite unité militaire. Elle préparait une catastrophe. Une idée de sa cible ultime? D'après ses journaux intimes et ses fichiers informatiques, elle voulait faire exploser le palais de justice fédéral lors d'une cérémonie en hommage aux victimes de son père. Elle estimait que cela aurait fait plus de 200 morts, dont plusieurs familles de soldats morts à cause de la trahison de son père. Clayton éprouva une froide satisfaction à l'idée que ses actions avaient évité une telle tragédie. La justice n'était pas seulement une question de vengeance personnelle. Il s'agissait de protéger des innocents contre de dangereux prédateurs. Des coups frappés à la porte de son bureau interrompirent ses pensées. Son assistante annonça qu'il avait un visiteur, quelqu'un qu'il n'attendait pas. Jérôme Morrison Jr. entra dans le bureau de Clayton avec la confiance sereine d'un homme qui avait passé des années à préparer ce moment. C'était le frère aîné de Stephanie, un avocat réputé qui avait légalement changé de nom des années auparavant pour se distancier des crimes de son père. « Monsieur Cassidy », dit Jérôme en lui tendant la main. « Merci de me recevoir sans rendez-vous. » Clayton observa attentivement l'homme, notant la ressemblance familiale, mais aussi les différences fondamentales d'allure et de présentation. Là où Stephanie avait projeté une fausse douceur plutôt qu'une malveillance cachée, Jérôme apparaissait sincèrement professionnel et direct. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Morrison ? » En fait, c'est Jérôme Whitman maintenant. J'ai changé de nom après l'arrestation de notre père pour protéger ma carrière d'avocat. Je voulais vous remercier personnellement d'avoir arrêté ma sœur avant qu'elle ne puisse faire du mal à d'autres innocents. Clayton haussa un sourcil. Ce n'est pas ce que je m'attendais à entendre de la part du fils de Jérôme Morrison. Jérôme s'assit sans y être invité, l'air sérieux. Monsieur Cassidy, j'aime ma sœur, mais je n'étais pas aveugle à ce qu'elle était devenue. Lorsque notre père a été arrêté, j'ai accepté qu'il ait fait des choix qui ont détruit notre famille. Stephanie ne l'a jamais accepté. Elle a passé des années rongée par la rage et des fantasmes de vengeance. Vous étiez au courant de ses plans ? Je la soupçonnais de comploter, mais je n'avais aucune idée de ce qu'elle avait fait jusqu'à ce que le FBI me contacte après sa mort. Quand j'ai vu les preuves, les armes, la liste des cibles, les plans détaillés du meurtre, j'ai compris que vous ne vous étiez pas contenté de vous défendre. Vous avez empêché un attentat terroriste. Jérôme sortit un document juridique et le déposa sur le bureau de Clayton. Il s'agit d'une déclaration officielle vous lavant de toute responsabilité dans la mort de ma sœur. Elle contient également des preuves qu'elle avait menacé ma propre famille lorsque j'ai refusé de l'aider. Clayton parcourut le document, notant sa rigueur et sa précision juridique. Pourquoi faites-vous cela ? Parce que la justice prime sur la loyauté familiale, répondit Jérôme. Mon père a préféré la trahison au devoir. Ma sœur a préféré la vengeance à la guérison. Je choisis de briser le cycle et, professionnellement, cela ne doit pas être facile pour votre carrière d'avocat.
Le sourire de Jérôme était rauque. D'ailleurs, plusieurs cabinets m'ont contacté pour rejoindre leur cabinet de défense des cols blancs. Apparemment, avoir un membre de ma famille qui a été un exemple édifiant des conséquences d'un comportement criminel me rend précieux pour convaincre les clients de coopérer avec les autorités. Clayton s'est retrouvé à respecter l'approche pragmatique de Jérôme envers l'héritage familial. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je vis ma vie selon mes propres principes, et non selon les échecs de mon père et la haine de ma sœur. Et je voulais que vous sachiez que tous les membres de la famille Morrison ne croient pas à la vengeance plutôt qu'à la justice. Après le départ de Jérôme, Clayton réfléchit à la dynamique complexe de la loyauté familiale et de la responsabilité personnelle. Harold avait choisi de soutenir la justice plutôt que le comportement criminel de sa fille. Aaron avait choisi la rédemption plutôt que la tromperie continue. Jérôme avait choisi ses propres principes plutôt que l'héritage familial. La fondation reçut cette semaine-là son don le plus important de son histoire, une contribution anonyme de 5 millions de dollars, accompagnée d'une simple note en faveur de la vérité dans toutes les relations, amoureuses et familiales. Clayton soupçonnait que le don provenait de Jérôme Whitman, mais il n'enquêta pas. Certains gestes de soutien méritent respect et intimité. À l'approche du soir, Clayton parcourut son immeuble de bureau, observant l'efficacité contrôlée de son empire en expansion. L'entreprise de conseil en sécurité opérait désormais sur 3 continents. La Fondation pour la vérité avait inspiré des organisations similaires dans 12 autres villes. Sa réputation de personne qui n'oubliait jamais une trahison était devenue un puissant moyen de dissuasion contre l'espionnage industriel et les escroqueries amoureuses. Mais surtout, il apprit à distinguer justice et vengeance, entre actions nécessaires et représailles excessives. Stephanie Morrison méritait de subir les conséquences de ses actes, mais ces conséquences étaient proportionnelles à ses crimes et servaient à protéger les autres. Clayton Cassidy avait gagné sans partage, mais en étant meilleur que ses ennemis, et non en les devenant. Chapitre 9, l'héritage de la vérité. 2 ans après l'affaire Morrison, Clayton se présenta devant le conseil municipal de Denver pour reconnaître officiellement la Truth Foundation comme un modèle à mettre en œuvre à l'échelle nationale. La fondation avait prévenu plus de 300 cas d'escroqueries amoureuses, révélé des dizaines d'escroqueries financières et aidé les forces de l'ordre à résoudre de nombreuses affaires non résolues d'usurpation d'identité et de mariage frauduleux. Le taux de réussite de la fondation est sans précédent. La maire Patricia Graham annonça à l'Assemblée, en 2 ans, ils ont permis aux habitants de Denver d'économiser plus de 40 millions de dollars de pertes potentielles liées à la fraude et d'éviter d'innombrables cas de dévastation émotionnelle et financière. Harold était assis au premier rang, vêtu d'un costume neuf et affichant la satisfaction que dégage un travail enrichissant. À 75 ans, il avait trouvé sa véritable vocation, protéger les autres de la trahison que sa fille avait incarnée. Le discours de remerciement de Clayton fut bref et précis. La fondation Truth existe parce que la tromperie détruit les vies, les familles et les communautés. Nous avons prouvé cela avec une enquête et des preuves appropriées. La vérité prévaut toujours sur la manipulation. Nous sommes honorés de servir cette communauté et de protéger les innocents des prédateurs qui s'attaquent à la confiance et à l'amour. Le public comprenait plusieurs visages qui sont devenus des parties importantes de la vie de Clayton. Au cours des 2 dernières années, l'agent Sarah Travis s'est assise avec son nouveau mari, un autre agent du FBI qu'elle avait rencontré lors de l'enquête Morrison. Le détective Jeremiah Phelps avait été promu capitaine et a maintenant supervisé la division de fraude du service de police. Même Jérôme Whitman a assisté, représentant le soutien de la communauté juridique aux travaux de la fondation. Après la cérémonie, Clayton a organisé une réception dans son immeuble de bureau. Le rassemblement comprenait des clients, des contacts d'application de la loi et des partisans de la fondation, un réseau de personnes unies par leur engagement envers la vérité et la justice. Aaron Gillespie a assisté virtuellement, se joignant à l'appel vidéo depuis sa nouvelle maison à Portland. Son organisme sans but lucratif pour la récupération de la dépendance aux jeux s'était élargi pour servir 3 États, et il devenait un défenseur respecté de la réadaptation sur la punition. Clayton Aaron a déclaré lors de ses brèves remarques, « Il y a 2 ans, j'étais un homme brisé qui avait trahi son ami le plus proche et a presque détruit sa propre vie. Aujourd'hui, j'aide d'autres personnes à retrouver leur chemin d'erreur similaire. Cette transformation n'était possible que parce que vous m'avez montré que la responsabilité et la rédemption peuvent coexister. » Clayton a hoché la tête. Le voyage d'Aaron.